Bonjour à tous et bienvenue sur BLM Studio, le podcast où on bat le moteur. Alors parfois, derrière la réussite et les projecteurs, il y a des combats que personne ne voit. Aujourd'hui, nous sommes avec un basketteur, Abou Diallo, qui a connu le haut niveau, mais aussi des moments beaucoup plus sombres. On va parler de dépression, de carrière, et de ces moments où il a découvert la paternité sans forcément y être préparé, dans un échange vrai et sans filtre. Bienvenue dans cet épisode. Alors Abou, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Bien sûr, alors je me présente, je m'appelle Abou Diallo, j'ai 30 ans, j'ai grandi en région parisienne, toute ma famille y est encore d'ailleurs, et puis aujourd'hui je suis à Avignon, là où je joue actuellement au basketball encore, en National 2, et je fais du basket depuis que je suis tout petit vraiment, c'est ma mère qui m'a transmis cette passion-là, D'accord. dès l'âge de 5 6 ans, et j'en fais encore toujours aujourd'hui, donc voilà, Donc ta maman était joueuse de basket. exactement. Elle a joué en professionnel ou juste comme ça? Ma mère, elle a joué jusqu'en prénat, National 3, je crois. Et elle m'a transmis cette passion, comme j'ai dit, depuis le plus jeune âge. Mon père a plus ou moins, on va dire, suivi cette passion de loin. Il a essayé, dans sa jeunesse aussi, de faire un peu de basket. Mais c'est vraiment moi qui a repris ce flambeau-là, même parmi mes frères et sœurs. D'accord. Donc, tu es Et l'héritier de la famille l'héritier, sur le plan sportif, quoi. sur le plan sportif, on va dire ça, on va dire que je suis l'héritier de la D'accord. famille sur le plan sportif. Ouais. Et lorsque tu t'es lancé dans cette aventure, au départ, c'était quoi ton rêve? C'est-à-dire que très tôt, j'ai compris que je voulais faire du basket ma profession, mon métier. Alors bien sûr, comme tout le monde au début, c'était juste un loisir parce que je faisais d'autres sports à côté, hein, tels que le basket, le karaté, natation, foot, etc. Mais j'ai très tôt compris, je dirais vers l'âge de 11 ans, 12 ans, que voilà, je voulais, comme beaucoup d'entre nous, plus tard jouer en NBA. Et voilà, après, ma carrière en a suivi son cours, mais ouais, très tôt, je l'ai compris très tôt. D'accord. Et justement, en parlant de ta carrière, c'est quoi le plus beau moment de ta carrière? Le plus beau moment de ma carrière, alors j'en ai plusieurs là qui me viennent en tête actuellement, mais je dirais que le plus beau, c'est quand j'étais aux États-Unis à l'âge de 17 ans. J'avais fait un camp qui s'appelait le Adidas Nation, qui Mhm. regroupait les meilleurs moins de 18 au monde, avec quelques joueurs connus tels que Gershon Yabusele qui joue en NBA, Sidi Ndir, Medjan Guama qui joue en Espagne actuellement. Et on avait remporté la troisième place face à des prospects qui sont aujourd'hui en NBA. Et c'était vraiment un des meilleurs moments et nous avait prouvé ce moment que nous aussi, on avait le niveau. Et le fait d'être dans un autre cadre, aux États-Unis, avec tes potes, jouer au basket, remporter, ça passait à la télé. Pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois. Ouais, je dirais que c'est un de mes meilleurs souvenirs. Ouais. Ok. Et c'est la première fois que tu partais jouer à l'étranger, du coup. À ce moment-là, c'était la deuxième fois, mais pour une période aussi longue, ouais. C'était ma première vraie expérience en plus aux États-Unis. D'accord. Mais là, c'était pas en tant que professionnel, c'était en tant que jeune joueur, on est d'accord? Ouais, c'était en tant que jeune joueur. J'avais 17 ans et à l'époque, j'avais reçu en plus des offres après pour aller en G1, en NCAA et tout. Je me suis vraiment fait voir cet été-là. Et suite à ça, je suis revenu en France, j'ai fait une dernière année espoir. Et après, plusieurs allers-retours entre les États-Unis et la D'accord. France. Et ça a porté ses fruits, ce tournoi, justement? Oui, Est-ce qu'il y a, il y a plein d'agents, de clubs ou autres qui t'ont contacté juste après? bah à ce moment-là, en fait, on va dire que c'est un truc qui était médiatisé là-bas. C'était un de mes agents qui m'avait proposé au coach de l'équipe de Leaders Nation pour y aller. Mais en soi, moi, quand je suis revenu l'été qui a suivi, j'étais en espoir. Donc, rien n'avait changé, du moins sur le plan en France à ce moment-là. Mais après, oui, j'ai eu plus ou moins des offres, même pour jouer à l'étranger très tôt, pardon. En Croatie, j'avais une offre à 18 ans, mais bon, j'avais pas encore passé mon bac et tout, donc un peu compliqué. Mais oui, ça a porté ses fruits, ça m'a ouvert des portes, ça va. D'accord. Et du coup, le moment le plus difficile de ta carrière, c'était quoi? Le moment le plus difficile de ma carrière, je dirais bah, la plus grosse blessure que j'ai eue, c'était d'abord une fracture au pied. Une fracture au pied que j'ai eue très tôt. C'est ma première vraie blessure, à part les doigts qu'on se casse par-ci par-là, à l'âge de 12 ans. C'est la première fois que je me retrouve avec un plâtre, des béquilles, éloigné des parquets pendant un long moment. Donc, vu que c'était la première fois, je ne pourrais pas oublier. Et l'autre fois, c'était dans ma première année pro, où je sors de Limoges et je signe mon premier contrat en N1. J'ai 20 ans, donc à ce moment-là, on se dit qu'on a tout approuvé. Et bloqué par les blessures à répétition, c'est vrai que j'ai l'impression que l'année était interminable. Et c'était très compliqué, mentalement, physiquement, psychologiquement et tout. Vraiment. D'accord. Donc, en fait, toi, tu dirais que
cette blessure que tu as eue justement quand tu es passé pro, c'est vraiment quelque chose qui t'a freiné dans ta carrière, quoi, dans l'avancement de ta carrière. Ouais, je dirais qu'à ce moment-là, en tout cas, ça m'a freiné parce que je l'ai eu plus ou moins, je commence au début d'année très fort. Je me fais une déchirure d'abord au mollet. Bon, les blessures musculaires, il y en a beaucoup. Mais là, après, je me blesse au dos. Et ça dure février, mars, avril, mai, juin. Et en fait, pour moi, bah, j'avais pas assez fait de matchs à ce moment-là. Je me disais que j'avais pas assez prouvé. Je pensais encore comme un jeune, beaucoup de stats, etc. Donc c'est vrai que dans ma tête, c'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation-là. Donc c'était très compliqué à ce moment-là de me dire mais comment je vais faire l'année prochaine. Mais malgré tout, j'ai quand même eu une offre après bah, au niveau supérieur en Pro B. Donc voilà, ça m'a soulagé. Mais cette petite période-là, elle était quand même assez compliquée. D'accord. Et est-ce que la pression du haut niveau, on est d'accord qu'elle existe, Oui, elle mais existe est-ce que c'est vraiment. quelque chose qui, toi, t'a impacté? Ça m'a impacté surtout dans mes premières années. Dans mes premières années, parce que même s'il y a déjà de la concurrence en étant plus jeune, mais on le voit rien que dans les centres de formation ou alors dans les années sport, parce qu'on va dire dans les années sport, on approche de l'âge adulte et c'est là qu'on commence à vraiment se forger, enfin, ne serait-ce que un caractère, même un jeu. Et à ce moment-là, les premières années, en fait, il y a une pression parce que tu n'es plus le petit jeune qui joue avec les grands. Tu es dans la cour des grands, clairement. Donc on attend de toi des résultats, on attend de toi certaines choses, on a certaines attentes, surtout en tant que jeune qui arrive au niveau très tôt. Et c'est vrai qu'on te le fait comprendre quand tu n'as pas fait ton boulot, que ça va pas. Et on se rajoute une pression supplémentaire, en plus de pouvoir faire des bonnes performances, de dire mais est-ce que j'ai plus au coach, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et oui, oui, ça m'a atteint les premières années, mais après que j'ai su comment gérer tout ça, ça allait beaucoup mieux. D'accord. Et justement, pour parler de cette période qui était un peu difficile de ta vie, on va dire, où tu as connu, si on peut parler de dépression, on est d'accord? Ouais, Non. Est-ce que, enfin, à quel moment est-ce que toi, tu as commencé à sentir que ça n'allait pas? j'ai commencé à sentir que ça allait pas, ou partir dans, où je commençais à prendre moins de plaisir quand je venais jouer au basket. C'est-à-dire que le basket, ça a toujours été, dans un premier temps, un loisir et ma passion, et par la suite mon métier, même si c'est, comme je l'ai dit avant, je savais très tôt que je voulais faire ça en métier, mais à 12 ans, on se dit oui, je vais être basketteur pro, mais à 20 ans, quand on l'est vraiment, il y a des choses qui changent. Et à partir du moment où je venais à l'entraînement et que je commençais à prendre moins de plaisir, ou des fois je venais, j'étais soudé, parce que même si c'est ce que j'aime, des fois on a besoin de souffler, on a besoin de se reposer, des fois on a besoin de parler, on a besoin d'avoir une oreille attentive. Et à ce moment-là, c'est là que je me disais, mais est-ce que je vais continuer comme ça? Est-ce qu'au final c'est vraiment ce que j'aime? Oui, ou est-ce que je le fais ça par habitude? Et on se pose beaucoup de questions qu'on ne se posait pas avant. Et c'est vrai qu'il y a même du doute des fois qui s'installe. Mais au final, j'ai su surpasser tout ça avec beaucoup de travail déjà sur moi-même. Mais oui, c'est la première fois que, on va dire que j'étais plus ou moins dans une dépression, on va dire. D'accord. Donc, l'élément déclencheur, c'était vraiment le fait de partir aux entraînements pour toi et de ne pas prendre de plaisir, quoi. Parce qu'au final, ça devenait plus une contrainte qu'autre chose. C'est ça? Ouais, ça commence à devenir une contrainte parce que Mhm. plus ou moins des fois, étant jeune ou pas, on va pas comprendre certains choix du coach. Tu peux faire une très bonne semaine et ne pas forcément jouer le jour J. Et des fois, on va se mettre même des bâtons dans les roues nous-mêmes. On va se dire, ah oui, ah, donc j'ai pas joué à ceci, cela, bah moi je vais plus faire certains efforts. Alors qu'on doit être constamment dans l'effort, constamment dans le travail. On travaille pour nous au final. Et il se trouve qu'après deux, trois matchs, tu vas pas jouer. Le quatrième, tu vas jouer. Il faut que tu sois prêt. Si Mhm. t'es pas prêt, bah, tu vas rester encore sous le banc, mais tu devras encore prouver à la semaine à l'entraînement. Et ouais, j'avais de moins en moins de plaisir, il y avait ces contraintes. Et ouais, ça commençait à devenir vraiment lourd. Mais quand j'ai compris que c'est quelque chose qui allait nous poursuivre tout au long d'une carrière, bah faut faire avec et travailler dessus au final. D'accord. Et quand la période où tu n'allais pas très bien, Oui. est-ce que ton entourage s'en est rendu compte? Est-ce que tu leur en parlais ou pas du tout? Non, pas tout de suite du moins. Parce que sur le moment, je me disais que c'est quelque chose que je pouvais euh, faire face, surpasser tout seul en fait. Parce que même si c'est un sport d'équipe, on est très seul au final. Parce que l'entraînement, c'est bien, on se voit, on déconne, et puis, mais il y a quand même la rivalité. Quand on rentre chez soi après le soir, on est tout seul, plus ou moins. Que tu as une compagne, une copine ou que tu vis seul. Mais le vrai travail, il se passe dans la tête. Il se passe dans la tête et c'est pas tout le monde qui peut te comprendre. Tu peux avoir une perception des choses et les autres personnes ne l'ont pas, les voient d'une autre manière. Du coup, ouais, c'était compliqué quand même. C'était compliqué. D'accord.
Et tu as fini par leur en parler du coup après? J'ai fini par en parler parce que faut savoir que, comme j'ai dit plus ou moins avant, ma mère, c'est elle qui m'a mis dans le basket. Et puis, ma mère me suit depuis que je suis tout petit. Donc, du coup, ma mère, elle me reconnaissait, même quand je disais que ça allait pas, elle le savait au final. Elle a fait du basket aussi, et ça, c'est quoi le monde du sport? C'est une maman avant tout, c'est ma mère, donc elle me connaît par cœur. Donc, quand je disais que ça allait, mais que ça allait pas, elle le savait. Et, je me suis ouvert petit à petit. J'ai commencé à lui faire comprendre pourquoi ça allait pas, pourquoi mes prestations étaient moins bonnes, du moins. Et elle a su m'aider, elle a su trouver les mots qu'il fallait à ce moment-là. Donc, D'accord, donc l'aide que tu as reçue, c'était l'aide de tes proches et de ta maman particulièrement. ouais, l'aide de mes proches, et en particulier de ma maman à ce moment-là, parce que je pense qu'elle était, c'était la personne qui pouvait le plus me comprendre au final. Et Mhm. la personne avec qui je me livrais le plus en plus dans tous les cas. Donc je ne voyais pas d'autres personnes, il y avait des coéquipiers, compagnes, etc. à ce moment-là aussi. Mais voilà, je pense qu'il n'y aura personne qui voudra de meilleures choses pour toi que tes parents au final. Donc même s'il y a quand même une certaine pudeur, où voilà, on se dit que on va pas tout dire parce qu'on est des hommes, il y a un moment où il faut quand même se livrer, je pense. Ouais, c'est clair. J'aime beaucoup comment tu parles de ta maman. Ça se voit que vous êtes très proches et que vous avez vraiment une vraie complicité. Bien sûr, bien C'est bien. sûr. C'est bien sûr, bien sûr. C'est une relation fusionnelle depuis que je suis tout petit et ça restera comme ça tout le temps. Donc. D'accord. Et quand tu traverses une période difficile comme celle que tu as vécue, donc dépression, une période dépressive, Mhm. c'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est que malgré tout ce qui se passe dans ta tête ou sur le terrain, tu dois te lever tous les jours et refaire la même chose tous les jours, travailler Mhm. tous les jours comme si de rien n'était. Parce que tu n'as pas le choix. J'ai choisi de vouloir être basketteur. Après, bien sûr, je ne savais pas qu'il y avait telle difficulté qui allait arriver là et là, mais je l'ai choisi. Et il y a des personnes qui comptent sur moi. J'ai commencé après à avoir des responsabilités très tôt aussi. Donc, je dois me lever et aller au travail, malgré tout ce qui a pu arriver. Et, c'est là où après tes performances, ça peut varier. Des fois, on ne sait pas pourquoi. C'est pas forcément par un manque de basket ou alors de pépins physiques. Des fois, c'est juste dans la tête. Et je pense que c'est le combat le plus dur au final. C'est le combat le plus dur. Mhm. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de joueurs, justement, qui, qui, par exemple, ils vont se retrouver lors d'une saison où ils vont avoir enfin, ils vont être moins performants par rapport à la saison précédente. Mhm. Et tout le monde se pose des questions. Et la plupart des personnes pensent que c'est parce que le joueur est devenu moins fort. Sauf que des fois, il y Exactement. a plein de facteurs qui rentrent en compte que Extérieur. les gens ne connaissent pas spécialement. Mhm. Je suis complètement d'accord par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on peut passer, on le voit même au genre au plus haut niveau en NBA, quelqu'un qui va mettre, je sais pas, 25 points par match, l'année d'après, il va mettre les 15, 16, tout de suite, c'est, oh, il est devenu plus nul, il est moins fort que l'année dernière. Mais, et quand on cherche un peu plus loin, on commence à creuser, ou alors ça va sortir dans les médias, mais un tel avait des problèmes de famille, ou des problèmes psychologiques, ou des problèmes personnels, on se dit, ah, et là on le comprend, mais les gens, les seules choses qu'ils voient, c'est nous sur le terrain. Donc on performe, qu'on ne performe pas. Eux, ce qu'ils veulent au final, c'est voir des actions, du spectacle. Mais des fois, si un joueur ne performe moins, c'est pas forcément à cause des blessures ou des pépins physiques et tout. C'est peut-être qu'il y a des choses extérieures Mhm. que les joueurs ne voient pas. Non, mais c'est important de le dire. Et Abou, est-ce que tu t'es déjà senti seul, même entouré de gens? Oui, oui, clairement, parce que dans une équipe, Pas bon, forcément, pas forcément dans le cadre au basket, hein, ça peut être même en dehors. en dehors, oui, parce que c'est pas tout le monde qui peut forcément comprendre. Tout le monde ne peut pas comprendre tout le monde déjà, dans un premier temps. Mais quand il se passe tout ça à ce moment-là, tu peux parler à certaines personnes, tu peux t'ouvrir, parler de ta vie, en dehors du basket, dans le basket, ils vont avoir un certain point de vue. Certaines personnes vont essayer de t'aider de la meilleure façon possible, mais elles ne vont pas te donner la réponse, on va dire, voulue ou souhaitée au final. Donc en fait, tu te dis, tu as l'impression d'être un peu incompris. Tu as l'impression Mhm. d'être incompris, tu te dis, bon, mais si même quand je me livre, les personnes ne me comprennent pas, ne m'apportent pas l'aide dont j'ai besoin, comment je vais faire? Et c'est là que ça commence à vraiment jouer dans ta tête. Et tu dois quand même tous les jours te lever, travailler, garder le sourire, être poli, etc. Et c'est là qu'en fait, c'était là, on va dire, la période la plus dure. Quand tu n'as pas l'impression de trouver aucune solution. Et tu te dis, mais est-ce que je vais m'en sortir au final? Donc au final, les solutions, elles sont venues vraiment de toi, pas forcément de l'extérieur. Non, elles sont venues vers moi, il faut s'armer de patience, faut être calme, il faut rester humble. Des fois, tu peux avoir des regains de confiance sur le plan basketball. Par exemple, tu peux faire un petit match, un meilleur match que tes matchs précédents. Ça va te redonner un peu confiance. Mais peut-être que les matchs d'après, ça va être un peu moins bien. Mais tu sais que
tu as fait ça il y a une semaine, donc tu sais que tu peux toujours le faire. C'est pas que tu es devenu nul ou quoi. C'est que tu peux toujours le faire, c'est toujours en toi. Faut que tu te libères, faut que tu te débloques ce truc qui te bloque, justement. Et avoir la meilleure aide possible. Mais tout passe par soi-même au final. Le vrai déblocage, tu le fais toi-même dans ta tête. Et après, ça se voit. Même dans le jeu, même dans la vie de tous les jours, la relation avec les proches et tout. Tu verras certaines personnes qui vont dire oh, tu parais mieux, t'as bonne mine, oh, tu souris, t'as l'air bien, mais ils savent pas tout le travail qu'il y a à faire dans la tête. Vraiment, ils ne savent pas. Ouais, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément conscience de tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Abou, aujourd'hui, tu as 2 enfants. Tu es père de 2 enfants, un Exact. garçon et une fille, c'est bien ça? Exact. Comment est-ce que tu as réagi lorsque tu as su que tu allais devenir papa pour la première fois? Alors, déjà, dans un premier temps, déjà, c'est une bénédiction. C'était une bénédiction et tout. Et donc, j'étais content, très bien. Mais après, très vite, il y a des questions qui ont commencé à se bousculer dans ma tête parce que je pense qu'on se fait plus ou moins en étant jeune un certain chemin dans notre tête. On se dit, bon, bah, à tel âge, je vais être à tel endroit, je vais être en place, je vais être marié, après j'aurai des enfants, si ça. Sauf que des fois, la vie n'arrive. Enfin, la vie, comment dire Bon, en fait, ce que tu essaies de dire, c'est que tu avais déjà un schéma déjà tout, Schéma bien tout précis, voilà. défini à l'avance Exactement. et que les choses ne sont pas passées vraiment comme prévu, Ils ne sont quoi. pas passés vraiment comme prévu. Parce que les circonstances de la vie ont fait que... Mais c'est en fait de la vie que ça arrivait à ce moment-là et pas quand tu le voulais. Et tu dois faire face. Tu n'as pas le choix. Donc j'ai dû apprendre très tôt, parce que c'est des responsabilités qui arrivent dans ta vie au moment où tu attends des fois le moins. Et sauf que là, c'est pas quelque chose qui vient et qui part, c'est quelque chose qui reste. Donc tu dois te préparer mentalement, Mais tu n'étais pas psychologiquement. forcément préparé à tout ça. À ce moment-là, non. À ce moment-là, non, parce que, on va dire, j'étais encore très jeune dans ma tête. C'est vrai que je n'étais pas aussi mature qu'aujourd'hui. Donc j'ai dû mûrir beaucoup plus tôt que certains de mes coéquipiers ou que mes potes. Parce que moi, dans mon entourage, j'étais un des premiers à avoir un enfant aussitôt. Du coup, j'ai dû me préparer à être papa, préparer à aussi... voilà, tu as certaines responsabilités, donc tu peux plus faire tout ce que tu veux comme tu veux, plus ou moins. Donc, ouais, en étant pas préparé, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu es content et à la fois, ça fait un peu comme un choc. Mhm. Ça fait un peu comme un choc, un peu, surtout. D'accord, mais justement, pour revenir à ça, est-ce que tu penses que on peut se préparer à devenir père? Ou est-ce que tu te prépares seulement une fois que c'est là? Pour moi, on peut se préparer. On peut se préparer, mais au final, quand ça va t'arriver, enfin, tu vas faire face à des choses dont tu n'étais pas préparé. Tu peux te dire, bon, bah, quand ça va arriver, je serai comme ci, je serai comme ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au final, tu vas faire face à certaines situations où tu vas te rendre compte que tu ne vas pas réagir comme tu le pensais ou comme tu le voulais parce que ça va peut-être te toucher plus que tu ne le pensais et ou peut-être te prendre plus de temps pour t'adapter à quelque chose que tu pensais t'adapter plus vite, tu vois. Donc au final, pour moi, on apprend vraiment sur le tas quand ça arrive. Tu peux te préparer autant que tu veux, être prêt peut-être mentalement, psychologiquement à l'arrivée, mais une fois que ça arrive sur le moment avec tout ce qu'il y a extérieur au niveau même si tu as les aspects du travail, du basket pour moi, etc., tu apprends sur le tas. Tu apprends et tu grandis sur le moment, en fait, D'accord, donc la paternité t'a changé en tant qu'homme. clairement. Et c'était quoi le plus gros changement pour toi? Mis à part le fait de ne plus avoir de nu, carrément. Ça, oui, bon, déjà, ça, c'est un gros game changer, d'ailleurs. Force à tous ceux qui vont devenir pères bientôt, vous le verrez. Mais en soi, ce qui m'a changé de plus, c'était de me dire, bah, il y a Abou jeune, il y a Abou, tu deviens un homme, et il y a Abou, tu deviens papa. Et moi, ce qui m'a le plus changé, c'est que certaines phrases, par exemple, ou certains comportements que mon père avait, ou que mes parents avaient, bah, du coup, j'avais les mêmes sans faire attention, sans le vouloir. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment changé, en fait. Et j'ai vraiment changé, pourquoi? Parce qu'il y a eu, du coup, bah, c'était révèlement qui est arrivé à ce moment-là. Mais oui, ça me change dans tout, en fait, au final. Ça me change dans tout. Même dans la manière d'être, dans la manière de penser, parce que tu dis que tu n'es plus tout seul, déjà, dans tous les cas. Aujourd'hui, moi, par exemple, mes enfants vivent avec leur maman. Je suis à distance. Mais à ce moment-là, quand j'étais là au début, euh, ça change tout. Ça change ton organisation, ta façon même d'être, même avec tes proches, je pense, au final. Au final. Même dans tes relations et tout, ça te change. D'accord. Mais c'était pas trop difficile de gérer avec le basket parce qu'avec le basket, tu es souvent emmené à voyager, à bouger, tout ça. Donc comment tu fais pour être présent
sans forcément toujours être là physiquement, justement, à cause de ton boulot? Et bah, c'était ça le plus compliqué pour moi. C'était ça le plus compliqué pour moi parce que j'étais très attaché à mes enfants. Je le suis toujours d'ailleurs. Mais le fait que tu dois basculer entre tu deviens papa, euh, tu es toujours un joueur de basket. Et c'est ce que tu veux depuis que tu es petit. Donc c'est ton rêve, donc tu dois être assidu, tu dois travailler, etc. Il y a les aléas de la vie qui arrivent aussi. Donc balancer entre les deux au plus jeune âge, et en sachant que voilà, on se dépasse beaucoup. En tant que sportif de haut niveau, on se dépasse beaucoup, on n'est pas tout le temps là, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on rate. J'ai raté plusieurs anniversaires, j'ai raté plusieurs même événements ou passer des week-ends ou des vacances, etc. Et aujourd'hui, je le gère mieux parce que j'ai grandi, j'ai mûri, je sais à peu près mieux comment euh, donner mon temps, comment organiser mon temps, mais à l'époque, je ne savais pas. Des fois, tu veux passer du temps avec tes amis, des fois avec tes enfants, des fois avec tes parents, des fois tout seul aussi. Et c'était comment organiser mon temps en fonction de mon emploi du temps avec le basket et la famille, et ils ont besoin de toi. Donc, je suis le papa, je suis un exemple, je suis une image pour eux. Donc, c'était ça le plus compliqué. Pouvoir tout faire en même temps. D'accord. Ah oui, je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais avant. Tu disais que avant de devenir père, tu avais déjà un schéma tout tracé sur la paternité, sur, je suppose, sur comment tu veux élever tes enfants. Ouais. C'est quoi la vision de la paternité que toi tu avais avant d'être papa? Bah, en fait, la vision de la paternité que j'avais, bah, moi, c'était l'exemple que mon père nous a donné à moi et mes frères et sœurs. C'est-à-dire, voilà, c'était être très autoritaire, donner le meilleur exemple, donner de l'amour, comme donner aussi de l'éducation en même temps, faire tout ça en même temps. Et je sais très bien que c'est pas facile. Du moins, tant que ça ne t'arrive pas, tu sais pas vraiment comment le faire. Tu peux dire, ah, moi, quand je serai grand, je serai comme ça, quand je serai papa, je serai comme ça, je serai comme ça. Mais quand ça t'arrive, il y a des choses que tu pensais être ou penses faire que tu ne feras pas, tout simplement. Et je pensais que ça allait m'arriver quand je serais beaucoup plus âgé, beaucoup plus posé et tout. Et en n'étant pas encore aussi mature que je le voulais, bah, au final, j'ai dû faire sur le tas. J'ai dû faire sur le tas au final. D'accord. Et aujourd'hui, quel père tu essaies d'être? Alors aujourd'hui, j'essaie d'être le meilleur père possible, c'est-à-dire de pouvoir basculer dans mon emploi du temps entre quand je peux passer du temps avec eux et le basket. Après, c'est un peu compliqué parce que ils sont en région parisienne et moi, je suis dans le sud. Donc, on n'a pas tous les week-ends qu'on veut, vu qu'on joue les week-ends. Les vacances, on ne peut pas être forcément là toutes les vacances scolaires. Donc, quand je passe du moment avec eux, j'essaie de passer des moments de qualité. Et voilà, d'être à leur écoute, de passer bah, du coup beaucoup de temps avec eux au téléphone. Et voilà, d'être quand même attentionné, parce que c'est pas parce qu'on est à distance qu'on peut ne pas être attentionné. Donc voilà, j'essaie quand même de donner le meilleur de moi-même, en espérant que voilà, ils n'oublieront pas que même si quand ils étaient plus petits, papa n'était pas là tout le temps, du moins à chaque fois qu'il était là, ça se passait plus ou moins bien, en tout cas de la meilleure façon, du au mieux, tu vois. Abou, si tes enfants regardent cette vidéo plus tard, est-ce que tu auras un message à leur adresser? Oui, clairement, leur dire que bah, papa, il les aime fort. Papa, il les aime fort et que voilà, il essaye d'être le meilleur des papas, que j'espère qu'ils seront fiers de moi, de tout ce que je peux leur apporter et de ce que j'essaye de montrer aujourd'hui. Et puis voilà, tout simplement. Pour revenir un petit peu à ta vie concernant les événements que tu as vécus, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie qui t'a le plus transformé? J'ai pas forcément d'événements je veux dire, qui m'ont changé du tout au tout, du jour au lendemain. C'est une succession d'événements qui m'ont changé. Euh, Comme j'ai dit, la paternité, les grosses blessures que j'ai eues physiquement parlant par rapport au sport, les déceptions que j'ai eues par rapport à moi-même, parce que j'avais certaines attentes que j'avais pas forcément dépalées, j'avais pas forcément atteint au moment où je voulais les atteindre. C'est une succession d'événements, de changements, et qui m'ont changé au final. Mais il n'y aurait pas un événement parmi eux tous qui m'a changé du jour au lendemain, je pense. C'est plus une succession d'événements, quand je dirais. D'accord. Et concernant la dépression, Mm. est-ce que c'est difficile à assumer en tant qu'homme dans ce monde dans lequel on vit? Ouais, parce que je pense qu'on est dans une société où on se dit que, voilà, en soi, l'homme, il doit être, voilà, c'est l'image forte, on doit être toujours présent, protéger notre famille, nos proches, enfin, voilà. Et moi, étant africain, c'est vrai que chez nous, on parle pas forcément de nos blessures, ou de ce qui nous atteint, ou de ce qui nous ont blessés et tout.
C'est vu, je pense, pour certains comme un peu de la faiblesse, je pense. Et c'est pas qu'on est fait parce qu'en vrai, ça touche tout le monde. Certains, chacun le vit à sa manière. Tu peux décider d'en parler ou de ne pas en parler, mais moi, je pense que, du moins, moi, dans mon parcours, dans ce que j'ai eu, je pense qu'il y a des moments où il faut en parler parce qu'on peut arriver très vite, on peut très vite être débordé, en fait. On peut très vite être débordé avec la pression qu'il y a dans ta vie de tous les jours. Si tu as une vie aussi familiale, personnelle, si tu fais du sport, tout ça en même temps, on est des humains. On reste humain. Donc, faut pas se dire que oui, il est dépressif, il est un peu en dépression. Je suis pas quelqu'un de dépressif, hein, mais ça m'arrivait à un moment de ma vie d'avoir été déprimé à cause de la succession d'événements qu'il y a eu dans ma vie. Mais ouais, ça a été plus ou moins compliqué d'en parler pour moi. Compliqué d'en parler, mais à un moment où j'en ai parlé et je me suis dit que si je l'aurais fait peut-être plus tôt, eh ben, peut-être que j'aurais pu guérir plus tôt. À partir du moment où toi, tu étais en accord avec le fait d'être en dépression et que tu as commencé à l'extérioriser, donc à le dire à tes proches et peut-être même à d'autres personnes, quel a été le regard de ces personnes sur toi? Moi, j'avais peur du regard au début, de me dire que peut-être, bah, comme on vient de le dire juste avant, il est en dépression, il est faible, il est ceci, il est cela. Donc c'est d'abord plus ou moins le regard extérieur qui m'a fait peur. Et après, j'ai jamais été quelqu'un qui me livre beaucoup. Je suis quelqu'un assez solitaire, assez casanier. Donc déjà, en plus de l'être comme ça et que le fait que ça venait de m'arriver, plus le regard extérieur des gens, je me souciais de ce que les gens pouvaient dire, bah, c'était cette barrière-là que j'avais du mal à passer. Donc c'est pour ça que dès que j'ai commencé à en parler d'abord à mes proches et que j'ai vu que j'étais en accord avec ça, après j'en ai pas forcément parlé comme ça à cœur ouvert à tout le monde, mais plus ou moins aux personnes qui étaient amenées à comprendre ce que j'allais dire ou qui avaient plus ou moins vécu des choses similaires. Pas forcément des personnes qui étaient dans le sport, hein, parce qu'on peut trouver des personnes qui nous ressemblent, qui n'ont pas forcément le même chemin que le nôtre. Mais une fois que j'ai réussi à, dans un premier temps, trouver, enfin, je suis tombé sur des personnes qui pouvaient me comprendre, qui avaient vécu des choses, on va dire, comme j'ai dit, similaires, je me répète, pardon, et bah c'était plus facile. C'était plus facile parce que tu te sens libéré, tu te sens compris, et tu te dis, ah, ça n'arrive pas qu'à moi, tu te sens moins seul. Tu te sens moins seul. D'accord. Est-ce que cette période que tu as traversée, elle t'a déjà poussé à avoir des idées sombres? Non, pas du tout. J'aime trop la vie pour ça. Non, je suis pas arrivé en tout cas à ce point-là. Je sais que c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes. On le voit même plus ou moins à la télé, dans le monde du sport, des personnes qui ont même des fois mis fin à leur vie. Et c'est une fois que les personnes mettent fin à leur vie, on se dit, ah mais attends, si on avait su, mais peut-être qu'il y avait des signes hein, depuis le début, mais on ne les avait pas vus. Donc non, je suis pas arrivé à ce point-là. Moi, c'était juste, on va dire, j'étais arrivé au point où j'étais déçu de moi-même. Parce que pour moi, j'avais pas atteint certains objectifs que je m'étais fixés. Donc, le plus haut stade, on va dire, que j'ai atteint, c'était la déception. La déception et à me poser les questions de doute. Est-ce que je dois continuer ou pas? Mais au final, même en vrai, quand je me posais cette question, est-ce que je dois continuer ou pas? En vrai, je la connaissais déjà la réponse. C'est juste que j'avais pas la solution. Mais je D'accord. connaissais déjà la réponse. Ok. Et si tu pouvais parler au toi d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi? Moi, d'il y a 10 ans, je dirais ne te repose pas sur tes lauriers, continue de travailler, fais plus. Parce que même si tu as l'impression de faire beaucoup, là, c'est pas assez. C'est pas assez. Et sois prêt à toute éventualité. Sois prêt à toute éventualité, sois prêt à perdre là demain, sois prêt à gagner demain, sois prêt à tomber demain. Mais en tous les cas, relève-toi, parce que la route est encore longue et tu auras besoin de t'armer de patience et de courage pour arriver à tes fins. C'est ce que je dirais. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui traverse une période dépressive en ce moment? Je lui dirais de ne pas rester dans son coin. Ne pas rester dans son coin, c'est dangereux. De rester dans son coin et croire qu'on peut tout régler tout seul. Il y a des choses qu'on peut régler seul, qu'on doit régler seul, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. De ne pas rester seul, de parler, de s'ouvrir, de s'exprimer, même si au début c'est à travers un écran sur le téléphone, parce qu'on n'arrive pas à le faire en face, ou aller voir quelqu'un, tout simplement. De ne pas rester seul, d'en parler et de se dire qu'ils ne sont pas seuls. Ça arrive à beaucoup de personnes. Mais si tu l'extériorises pas, tu n'en parles pas, eh ben, tu ne le sauras pas et tu as l'impression d'être seul au monde dans cette galère et c'est pas le cas. D'accord. Et aujourd'hui, comment tu prends soin de ta santé mentale? Bah, j'ai pris beaucoup de recul aujourd'hui. Je fais attention déjà à qui je parle, euh, à qui je peux faire confiance, parce qu'il y a très peu de personnes à qui je peux faire confiance, à qui je peux parler de ma vie ou autre. Je fais attention à moi déjà, physiquement parlant, prendre soin de moi, prendre soin de mes blessures, de mes pépins,
Je suis quelqu'un qui essaye de m'instruire en lisant beaucoup. Donc, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel, sur des sportifs qui ont eu des grandes carrières et qui sont passés plus ou moins par plusieurs étapes dans leur vie. Et ça m'aide beaucoup à travailler sur moi-même, en tout cas. Beaucoup. Ok. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier? Que j'ai rien lâché. Que j'ai rien lâché, malgré tout. J'ai vu des personnes en chemin durant ma carrière, des personnes qui étaient amenées, destinées à réussir et être au très haut niveau et qui sont arrêtées très tôt, certains par blessure, certains après un manque de motivation ou d'envie, et d'autres qui ont arrêté à cause des épreuves qu'ils ont eues, qu'ils ont subies. Et malgré tout, enfin, moi, ma force de caractère et la façon comment j'ai été éduqué, surtout, c'est de jamais rien lâcher. Moi, j'ai vu mes parents qui n'ont jamais rien lâché, quelles que soient les difficultés qu'ils ont traversées dans leur vie, et je pense que je tiens d'eux. Et on sait qu'il y a des moments où il faut savoir dire stop et savoir dire non. Mais là, pour le coup, comme c'est quelque chose pour lequel je me bats depuis le plus jeune âge, euh, bah, j'ai jamais arrêté. Quel que soit ce qui m'est arrivé dans la vie, je suis très fier de ça parce que si j'avais arrêté beaucoup plus tôt, bah, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler. Donc je suis très fier le fait d'avoir toujours continué à travailler et continuer d'y croire. C'est clair. Et en dehors du basket à bout, c'est quoi tes passions? Mes passions en dehors du basket, alors je suis quelqu'un d'assez simple, hein. J'aime beaucoup taquiner, j'aime beaucoup rigoler. J'aime beaucoup lire. Je lis énormément. Ça peut être des livres de développement personnel, des livres sur la religion, comme des livres sur des mangas aussi, j'aime beaucoup. Je suis un gros bébé encore. D'accord. Et passer du temps en famille, voyager, comme beaucoup de personnes. Mais voilà, et j'aime beaucoup aussi, je suis très ouvert. J'aime découvrir, que ce soit d'autres sports ou d'autres cultures à travers mes voyages. J'ai parlé avec beaucoup de personnes, j'ai fait connaissance avec des gens de couleurs différentes, d'ethnies différentes. Et je suis très ouvert par rapport à ça et j'aime toujours en apprendre, découvrir. J'aime D'accord. beaucoup. Donc tu es dans la découverte, quoi. Ouais, beaucoup. Beaucoup. D'accord. Si tu devais résumer ta vie en une citation pour les autres, ce serait laquelle? La citation que je citerai aujourd'hui, ce serait nul sacrifice, nulle victoire. Parce que j'ai fait quand même beaucoup de sacrifices et j'ai eu des victoires aussi. Et c'est une citation que ma mère, elle me répétait. D'ailleurs, si on me voit aujourd'hui, je lui fais de gros bisous. Et c'était une citation qu'elle me répétait. En gros, bah, s'il y avait un gros sacrifice, il y aurait forcément quelque chose de gros à la clé derrière. Donc une grosse victoire. S'il y avait un nul sacrifice, eh bah, ne t'étonne pas d'avoir une nulle victoire. Écoute, c'est très profond. Voilà. Donc, une sacrifice, une victoire, c'est vraiment une phrase que j'ai gardée dans ma tête depuis le début et que je garde jusqu'à maintenant et que j'enseignerai plus tard à mes enfants, quoi. D'accord. Et pour terminer à bout, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu es heureux? Oui, moi je peux dire que je suis heureux. Dieu merci, j'ai la santé, j'ai toujours mes deux parents, j'ai toujours mes proches, mes frères et sœurs autour de moi. Et je fais du basket aujourd'hui, c'est ma passion, c'est mon métier à la fois. Donc, quoi de mieux que de faire ton métier, ta passion, ton métier. Je ne me sens pas forcé de me lever tous les matins à faire quelque chose que je n'aime pas. J'ai des coéquipiers en or, avec qui je rigole beaucoup sur et en dehors du basket. Donc voilà, je suis toujours à c'est toujours, chaque année, c'est une nouvelle aventure en fait. C'est une nouvelle aventure et je suis éternellement reconnaissant d'avoir cette opportunité-là parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc C'est clair. oui, je suis heureux. Ben écoute, merci beaucoup Abou d'avoir partagé ton histoire avec autant de sincérité. Merci à toi aussi, merci à toi dans un premier temps de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer aujourd'hui sur un sujet qui me paraît très important. Et voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler de ces choses-là. Il n'y a pas de souci Abou, hein. Ton histoire montre que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière et on peut se reconstruire. Toujours. Quel que soit ce parcours on passe, il y a une porte de sortie. Après, il faut trouver des solutions, les mots-clés, les personnes, etc. Mais il y a toujours une porte de sortie et pour toute personne qui se reconnaîtra dans mon discours aujourd'hui, voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. Bon courage à vous. Et voilà, qu'il ne faut pas lâcher, il faut persévérer et quoi qu'il arrive, il n'y a aucune raison que si vous travaillez sur vous-même et que vous prenez toute la force et l'aide possible qu'il y a autour de vous, que vous ne vous en sortez pas. Donc voilà. C'est clair. Ben écoutez, c'était BLM Studio. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires avec de nouveaux invités. À très bientôt.